En entrant dans la salle de bain, un éclat sur le tapis attira mon attention. Un reflet de la lumière du soleil filtrant à travers les stores, curieux. Je baissai les yeux avec prudence, pieds nus et méfiant à l'idée de marcher sur quelque chose de pointu. Je notai que Caroline n'avait rien mentionné à propos d'un objet perdu ici. Mais on ne sait jamais. Le petit cercle d'aluminium était presque camouflé contre la couleur du tapis, jusqu'à ce que la lumière le révèle, en me baissant. Je le ramassai. C'était l'emballage d'une plaquette de pilules, typiquement laissée après avoir extrait une pilule. En le retournant, je remarquai une inscription d'un côté. Dus, supposant que cela signifiait mardi, puisque nous étions mercredi. Il semblait s'agir de la pilule de la veille. Je ne prends aucun médicament moi-même. À 35 ans, je suis en parfaite santé, tout comme ma femme, Caroline. Nous venons tous deux de passer nos examens médicaux annuels avec brio. Alors, pourquoi y avait-il un emballage de pilules dans notre salle de bain? Plusieurs pilules quotidiennes me vinrent à l'esprit, mais la pilule contraceptive retint mon attention. J'avais subi une vasectomie il y a 2 ans, après la naissance de notre deuxième enfant, donc je supposais que Caroline ne prenait plus la pilule. Elle n'a jamais eu de problème de crampes ou de règles. Quelle chance! Alors, pourquoi ces pilules? Mon esprit s'égara brièvement vers des pensées sombres, soupçonnant une maladie qu'elle n'aurait pas mentionnée, mais je me souvins de nos bilans de santé impeccables partagés lors des examens. Si l'emballage était là, les pilules étaient peintes probablement à proximité. Verrouillant la porte derrière moi, je commençai à chercher. Finalement, je l'ai trouvée, cachée dans une boîte de tampons sous de l'aspirine. C'était la même plaquette qu'elle utilisait avant mon opération, à l'époque où nous n'essayions pas activement d'avoir des enfants. Pourquoi avait-elle recommencé à les prendre? Une seule possibilité inquiétante me vint à l'esprit. Elle avait une relation physique avec quelqu'un qui pouvait la mettre enceinte. Elle m'avait trompé. Caroline et moi étions ensemble depuis 9 ans. Je venais de terminer l'université et étudiais pour devenir ingénieur pendant qu'elle travaillait comme assistante. Nous nous sommes rencontrés dans un bar, et bien que notre connexion n'ait pas été immédiate, elle accepta un dîner. Caroline, presque aussi grande que mon 88 mètres, était une ancienne athlète avec une silhouette élancée et une poitrine menue. Sa caractéristique la plus frappante, à mon avis, était son postérieur remarquable. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de nous marier lorsque j'avais 26 ans. Nos enfants, âgés de 5 et 2 ans, m'avaient conduit à subir une opération pour m'assurer que nous n'en aurions plus. Il semblait que nous avions la famille parfaite, ou du moins, c'est ce que je pensais. Caroline retourna au travail après chaque congé de maternité, dévouée à son emploi malgré le coût des frais de garde d'enfants. J'avais cofondé une entreprise d'ingénierie avec des amis, appréciant notre travail, même si nous n'étions pas riches. Après avoir trouvé l'emballage de pilules dans la salle de bain, je le remis à sa place et décidai de réfléchir calmement. La confronter maintenant ne mènerait à rien. J'avais besoin d'un plan et de preuves. Ce qui se passerait ensuite était incertain. Je devais d'abord rassembler des faits. Je me rendis au travail comme d'habitude, réfléchissant à mes options. Qui était impliqué? Quand cela avait-il commencé? Et depuis combien de temps? Était-ce quelqu'un de son travail? Peut-être même son patron? Était-ce lié à ses communications passées? Et la question la plus difficile, mes enfants étaient-ils vraiment les miens? Malgré les émotions qui bouillonnaient en moi, perte, trahison, douleur, colère, je me concentrais sur la collecte de faits. Je me tournais vers Internet, commandant des kits de tests ADN pour vérifier discrètement la paternité de nos enfants. J'achetais également du matériel de surveillance, de petits enregistreurs vocaux pour sa voiture et son sac, et de minuscules caméras pour notre maison. Je doutais qu'elle ait une liaison à la maison, puisqu'elle y était rarement sans moi, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'avais besoin d'accéder à son téléphone. Je connaissais un outil de clonage qui pouvait copier son téléphone, capturant de messages, email et appels. Cela nécessitait l'achat d'un autre téléphone, qui prit plusieurs jours à arriver. Pendant ce temps, j'observais Caroline de près. Elle agissait normalement. Notre vie intime était habituelle, 1 ou 2 fois par semaine le week-end. Je n'avais jamais remarqué quoi que ce soit de suspect dans son comportement ou des douches soudaines à son retour à la maison. Soit elle ne me trompait pas, soit elle était incroyablement discrète, peut-être depuis si longtemps que cela semblait routinier. Les colis arrivèrent vendredi matin à mon bureau pour éviter les questions. Je reçus des kits de test, des enregistreurs vocaux, des caméras, un nouveau téléphone et kit
kit de clonage. Prêt à agir. Je quittais le travail plus tôt, à la maison. La nounou donnait à manger aux enfants. Je plaçais discrètement les caméras, une dans la salle de bain, une dans le salon et une dans la chambre pour avoir une vue claire de notre lit. Après avoir aidé les enfants avec leur routine du coucher, je collectais des échantillons ADN d'eux et de moi, les envoyant rapidement pour analyse. Caroline rentra à l'heure habituelle, et nous suivîmes notre routine, échangeant des mises à jour sur nos journées sans vraiment écouter. Après le dîner, elle prit une douche, ce qui me donna l'occasion d'installer des enregistreurs vocaux dans sa voiture et son sac, et de cloner son téléphone. Je vérifiais le clone pour trouver des messages ou emails incriminants, mais je n'en trouvais aucun. Soit elle était prudente, soit elle n'avait pas triché, je ne pouvais pas me décider. Le week-end passa de manière routinière avec notre proximité matinale habituelle avant que les enfants ne se réveillent. Nous passâmes le week-end ensemble sans interruption, ce qui rendait probable qu'elle prenait les pilules. Comme en témoignaient les jours manquants sur la plaquette. Le lundi, je lui annonçai que je travaillerais de la maison. Elle partit au bureau, me donnant l'occasion de récupérer les clés USB des caméras et de les examiner. Les images de la salle de bain confirmèrent qu'elle avait pris les pilules. La caméra de la chambre révéla une surprise le samedi soir. Pendant que je cuisinais le dîner, elle prenait une douche dans notre chambre, envoyant des messages à quelqu'un sur un second téléphone, qui n'était pas dans son sac. Elle le cacha dans le conduit de ventilation, en vérifiant. Il n'y était pas, indiquant qu'elle le prenait en partant. J'avais besoin d'accéder à ce téléphone. La première preuve solide de son comportement suspect, en examinant les images du matin, je la vis récupérer le téléphone dans le conduit et le mettre dans son sac avant de partir au travail. Ce soir-là, après son retour et sa douche, son sac était vide de téléphone. Sachant qu'elle l'avait probablement caché dans le conduit, je le récupérai discrètement dans la chambre de Sonia, le clonai et le remis en place, manquant de me faire surprendre lorsqu'elle sortit de la douche et me trouva près du lit de Sonia, caressant ses cheveux. Elle demanda doucement « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Je secouai la tête. Parfois, j'aime m'asseoir avec l'un d'eux, murmurai-je, juste pour me rappeler à quel point j'ai de la chance d'avoir des enfants si merveilleux. Elle sourit. « Tu es un vieil homme sentimental, » taquina-t-elle. « Allons-y avant que tu ne la réveilles. » Le lendemain, je regardai enfin le téléphone cloné. C'est alors que mon monde s'effondra. Les larmes coulèrent sur mon visage, alors que j'étais assis dans mon fauteuil de bureau, ignorant le bourdonnement de l'interphone. Finalement, ma secrétaire, Michel, frappa légèrement et entra. Michel, toujours professionnel et habillé de manière conservatrice, semblait plus âgé que son âge avec sa silhouette mince, ses cheveux roux et ses yeux verts. Notre relation avait toujours été strictement professionnelle. Je ne lui avais jamais donné de raison de penser autrement. Elle se confia à moi à propos du mauvais traitement persistant d'un autre partenaire, menaçant d'une action en justice. Elle dit qu'elle restait parce que je la traitais avec respect. Furieux, il exigea son licenciement. Nous donnant un ultimatum, elle ou lui, je finis par obtenir 60% des parts, perdant un partenaire. Michel partit brièvement pour s'occuper d'une tâche antérieure, puis revint dans mon bureau et verrouilla la porte. Elle apporta des mouchoirs et demanda doucement « Raconte-moi ». Je lui montrai le téléphone. Les messages entre Caroline et une personne non identifiée révélaient des rencontres secrètes et des détails intimes qu'un amant de longue date serait le seul à connaître. Des détails sur Caroline qui m'excluaient complètement. C'était comme si je n'existais pas dans son monde privé. « Sais-tu qui c'est » demanda-t-elle, restant professionnelle. Je secouai la tête. « Comment le sais-tu » s'enquit-elle. Je racontai avoir trouvé un marque-page argenté sur le sol de la salle de bain et découvert les pilules. Les mots coulèrent sans effort. Tout au long, elle resta silencieuse, tenant ma main, une première pour nous. « Il te faut plus d'informations, » dit-elle. « Nous aurons les résultats ADN des enfants d'ici mercredi. Peux-tu attendre jusque-là » ? « Je ne sais pas, » répondis-je. Elle hocha la tête. « Notre équipe à Portland a besoin de toi de toute urgence, » dit-elle. Réservant un vol pour moi, tu rentreras jeudi. Je ne peux pas me concentrer là-dessus maintenant. Dis-le à Caroline, dit-elle, prenant mon téléphone pour envoyer un message. Caroline répondit rapidement, confirmant qu'elle comprenait et m'aimait. Après m'avoir rendu mon téléphone, elle sortit le sien. Lorraine, dit-elle dedans. Michel, oui, merci. Quand es-tu libre? Cet après-midi? Parfait. À tout à l'heure.
Elle me dirigea, comme elle le faisait souvent au travail. C'était presque un soulagement de ne pas penser, déléguant les décisions à quelqu'un d'autre. Quand je sortis de la salle de bain, elle tenait ma veste. « Où allons-nous » demandai-je. « Tu as un rendez-vous avec mon amie » répondit-elle. Je la suivis, Lorraine, la meilleure amie de Michel et avocate spécialisée dans les divorces. Travaillait sur le divorce de Michel. Ayant découvert l'infidélité de son mari au sein de l'entreprise, Michel expliqua ma situation à Lorraine pendant que je regardais. En quelques jours, ce n'était pas censé être ma vie. Lorraine, expérimentée dans ses affaires, se concentra sur la collecte de tous les détails. Gary, appela-t-elle. Ce n'était pas à moi qu'elle parlait. Quelqu'un d'autre. Je ressentis une piqûre sur ma joue lorsque Michel me gifla. Le choc me réveilla. Je vis une lueur de surprise et d'amusement dans les yeux de Lorraine avant qu'elle ne redevienne sérieuse. « Gary » demanda-t-elle. Je hochai la tête. « As-tu un plan » Mon esprit d'ingénieur se mit en action à ces mots. « Les faire tomber tous les deux » dis-je. Je m'attendais à une réaction choquée, mais Michel esquissa même un sourire. « D'accord » dit Lorraine. « Je comprends. Cependant, ce n'est pas une option légale. Explorons d'autres voies. » Elle exposa les options sans en privilégier aucune. Premièrement, ne rien faire. Continuer à jouer l'ignorant pour une vie paisible. Deuxièmement, un divorce à l'amiable, invoquant des différences irréconciliables. Diviser les actifs. Payer une pension alimentaire. Troisièmement, aller à fond. Poursuivre pour infidélité. Contester la paternité. Et plus encore, mes pensées s'emballèrent. La première option était hors de question. Je ne serais pas un homme trahi complaisant. La deuxième ne convenait pas. J'avais trop investi dans notre vie. Option 3, déclarai-je. À fond, Lorraine sourit. Très bien. Alors, je vais commencer à remplir les documents. Je suggère que tu commences à surveiller ta femme discrètement pour rassembler plus de preuves. Découvre qui, quand et où. Nous avons définitivement besoin de plus de preuves. Puis-je garder ce téléphone ? Il ne te fait aucun bien, remarqua-t-elle. Je hochai la tête et lui tendis le téléphone. Michel et moi quittâmes le bureau de Lorraine, et elle m'emmena dans un petit hôtel familial, réservant une chambre pour moi. « Va prendre une douche et commande quelque chose à manger dans la chambre » m'ordonna-t-elle. Prenant les choses en main, je reviendrai plus tard avec quelques affaires pour toi. Je bougeai mécaniquement. Mon monde s'effondrait. Commandèrent un service de chambre dans une chambre d'hôtel. J'étais en pilote automatique. C'était la seule façon de gérer le stress. 9 ans envolés en un éclair. Ce qui faisait le plus mal était mon aveuglement. Comment avais-je tout manqué? Était-ce son patron? Celui vers qui elle revenait toujours après chaque enfant. Elle prétendait valoriser son travail et son indépendance, mais était-ce juste une excuse pour être près de son amant? Je regardais le minibar, tenté. Quand Michel entra, n'y pense même pas, prévint-elle. Tu as besoin d'une tête claire pour planifier. Noyer ton chagrin ne t'aidera pas. Planifier, demandai-je amèrement. J'avais un plan, une femme aimante, de beaux enfants. Et maintenant ça. Je suis un homme trahi avec une paternité incertaine, ma vie est en ruine. Et tu veux que je planifie? Elle m'étudia brièvement, puis vérifia sa montre. Très bien, dit-elle brusquement. Tout en affaire. La fête de l'auto-apitoiement est terminée. Souviens-toi de tous ces obstacles que nous avons rencontrés en lançant notre entreprise. Les plans ont échoué à ce moment-là aussi. Quel rapport avec les chiffres? Pressa-t-elle. Je ne sais pas, répondis-je. Beaucoup. Il y a eu un moment où le bureau des brevets a perdu notre demande, et nous avons quand même battu Headingley. Une autre fois, la banque a essayé de nous saisir plus tôt sous la pression. D'accord, interrompit-elle. Dans tous ces moments, quand es-tu assis et as-tu abandonné? C'était différent à l'époque. Pourquoi? Demanda-t-elle. Qu'est-ce qui était différent à l'époque? J'avais quelque chose pour lequel me battre, expliquai-je. Une famille qui dépendait de moi. Maintenant, tu as une famille, souligna-t-elle. Une plus grande, 141 personnes, et leur famille compte sur toi pour gérer cela. Aucun de tes partenaires ne peut maintenir l'entreprise à flot comme toi. Si elle prend la moitié, elle pourrait vendre au plus offrant, et Headingley pourrait tout prendre. Est-ce que ce que tu veux? Je la regardais, réalisant qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas laisser tout ce pourquoi j'avais travaillé s'évanouir. Je devais sécuriser l'avenir de ma famille, même si ma relation avec Caroline était incertaine. Avec une détermination renouvelée, je m'assis avec Michel et commençai à planifier. Sécuriser l'avenir de l'entreprise
et le bien-être de ma famille devinrent ma priorité. À ce moment, la clarté remplaça la confusion, et je me sentis résolu. Michel remarqua le changement dans mon attitude et hocha la tête avec approbation. « C'est le Gary dont j'ai besoin maintenant », dit-elle. « Quelqu'un qui planifie pour l'avenir. » Nous passâmes la soirée à élaborer une stratégie pour sécuriser l'avenir de l'entreprise. Initialement, j'envisageais de vendre mes parts aux partenaires, mais Michel rejeta cette idée, craignant qu'ils ne gèrent mal ou ne démantèlent l'entreprise une fois qu'ils auraient le contrôle. Pour maintenir l'autorité, nous optâmes pour la création d'un trust offshore où je vendrais l'entreprise à sa valeur marchande et resterais PDG avec un salaire nominal, à l'abri de la juridiction locale. Cette démarche fit de moi un millionnaire sur papier une fois exécuté. Je prévoyais également de liquider mon plan de retraite et de puiser dans la valeur nette de la maison. La maison, achetée uniquement à mon nom lorsque Caroline ne travaillait pas, nécessitait une réévaluation. Je compilais des tâches et contactais mon avocat, Brian Spencer, qui gérait les affaires juridiques de l'entreprise. Pour organiser une réunion le lendemain, après le départ de Michel, je tombais dans un sommeil profond et me réveillais avec un message de Caroline demandant des nouvelles de mon départ soudain. Je lui assurai mon retour jeudi mais retins toute affection. Michel arriva tôt le lendemain matin et après une douche, nous prîmes le petit déjeuner dans un dîner à proximité. Malgré mon tumulte intérieur, je me concentrais sur des étapes pratiques. Michel m'informa que Brian avait une réunion disponible à 10h, suggérant que nous visitions d'abord la banque pour accéder à mon plan de retraite et à la valeur nette de la maison avant de le rencontrer. Je vois l'avantage de consolider mes finances, dis-je. Mais n'y aura-t-il pas toujours une trace de mes actifs? Le tribunal ne peut-il pas m'ordonner de les partager avec elle? Seulement si tu les as encore, répondit Michel avec un sourire. C'est là que Las Vegas entre en jeu. Après avoir amassé ton capital, passe une semaine là-bas et dépense tout avant de demander le divorce. Ainsi, au tribunal, tu apparaîtras fauché, lourdement endetté. Ta maison pourrait être saisie et tes revenus couvriraient à peine tes frais de subsistance. À moins, bien sûr, que les enfants ne soient pas les tiens. S'ils le sont, place tout ton plan de retraite dans un trust pour leurs études. Caroline n'y touchera pas. Elle pourrait même devoir te verser une pension alimentaire. Quand aurons-nous les résultats ADN? J'hésitais, prenant mon téléphone. La société disait qu'il serait en ligne aujourd'hui. Je vérifiais l'email avec un lien mais reposais le téléphone. Je n'étais pas sûr d'être prêt à voir les résultats. Puis je demanda Michel, et je lui tendis le téléphone. Elle le parcourut, étudiant l'écran. Je regardais son visage, espérant un indice. Elle leva les yeux. Les résultats ne sont pas encore là, dit-elle. Ils devraient arriver dans les 12 heures. Selon le suivi, allons-y. Elle se leva. La banque devrait être ouverte. Libérer la valeur nette de la maison et encaisser mon plan de retraite se firent rapidement. Je fermai tous nos comptes d'épargne, y compris les fonds pour les études des enfants, transférant l'argent sur un compte à mon nom, le compte joint, avec moins de 10 000 €, resta intact. Notre avocat souleva un point important lorsque nous lui expliquâmes notre plan. « Tu as oublié une chose, dit-il. Tu as un contrat de mariage. » Vraiment, j'étais surpris. Je ne savais pas que cela faisait partie de l'accord de partenariat quand j'ai commencé. Tous les partenaires devaient signer un contrat prénuptial pour protéger l'entreprise en cas de séparation, expliqua-t-il. Il couvre uniquement les actifs de l'entreprise, pas les personnels. En tant qu'employé, elle ne peut prétendre qu'à ton salaire et ton plan de retraite. C'est tout ce que je suggère, commença-t-il, sans critiquer le plan de ton avocate de divorce. C'est d'investir toute la valeur nette, libérée de ta maison dans l'entreprise. Rachète l'un de tes partenaires. Robert semblait désireux de gagner de l'argent. Tu pourrais avoir besoin d'un prêt du fonds de pension de l'entreprise pour couvrir la différence. Les remboursements viendront de ton salaire réduit, minimisant tes actifs évalués. Puisque tout le reste est lié à l'entreprise, elle reste protégée, ton score de crédit pourrait souffrir d'une saisie, et tu perdras la moitié de tes fonds bancaires restants. À part cela, elle ne recevra rien. Nous pouvons ajuster ton salaire pour qu'il soit potentiellement inférieur au sien, la rendant responsable de la pension alimentaire. Comment vais-je vivre? Demandai-je. Si tout mon salaire va au remboursement de prêts, j'aurai encore besoin de couvrir mes frais de subsistance, y compris pour mes 2 autres enfants et... Eh bien, peut-être plus. Attendons de discuter des enfants, conseilla-t-il.
As-tu décidé d'un plan d'action s'ils ne sont pas les tiens? Resteras-tu impliqué? Je ne suis pas sûr. Admis-je? C'est trop accablant pour y penser. J'aurais besoin d'attendre d'avoir les faits avant de prendre de telles décisions. Souviens-toi de tes plans avec les autres avocats, me rappela-t-il. Je parie que le procès contre son entreprise rapportera assez pour rembourser le prêt et rétablir ton salaire complet après tout cela. Tu peux aussi réclamer des frais au père des enfants s'il est prouvé qu'ils ne sont pas les tiens après le divorce. Séparément du règlement. Peux-tu contacter Robert pour moi à propos de la vente? Demandai-je. Je ne pense pas pouvoir gérer cela maintenant. Il hocha la tête. Je le contacterai et te tiendrai au courant. Nous nous serrâmes la main en quittant son bureau. Un soulagement m'envahit momentanément alors que nous sortions. Les plans commençaient à s'aligner. Une satisfaction m'envahissant. Puis la réalité frappa, me rappelant pourquoi nous faisions ces plans, laissant un vide dans ma poitrine. Nous nous assîmes dans un dîner pour le déjeuner quand j'osai vérifier mon téléphone à nouveau. Cliquant sur le lien dans l'email, je le passai à Michel, observant son visage pour une réaction. « Je suis tellement désolé, Gary, » dit-elle doucement, me rendant le téléphone. Je lus les résultats moi-même. Aucun des enfants n'était biologiquement le mien, bien qu'ils aient le même père. Le choc de perdre les deux enfants fut éclipsé par la rage face à la trahison. Elle m'avait non seulement trompé sur leur paternité, mais m'avait aussi convaincu de subir une vasectomie. « Gary, » lança Michel, me ramenant à la réalité. « Ce n'est pas le moment. Reste calme. Nous allons surmonter cela. » Luttant pour contrôler ma colère. Je pris de profondes respirations. Je voulais faire du mal à quelqu'un. Des pensées de vengeance traversèrent mon esprit. Même engager quelqu'un pour s'occuper de l'homme qui avait engendré les enfants que je pensais être les miens. Michel se ressaisit et me conduisit hors du dîner. « Lorraine a appelé. Elle veut te voir, » dit-elle alors que nous nous dirigions vers le bureau de Lorraine. Lorraine semblait solennelle en entrant. « J'ai un rapport préliminaire d'un détective privé, » dit-elle. « Caroline a eu un visiteur hier soir. Un homme est resté chez toi. J'ai des caméras à la maison, dis-je. Je vais échanger les clés USB. Et nous pourrons examiner les images. » Bien, hocha-t-elle. Fais-le maintenant. Ensuite, nous élaborerons une stratégie. Ces images pourraient être cruciales. La nounou est avec Sophie et James au centre de jeu. Mentionnai-je? Je ne peux pas y retourner sans éveiller les soupçons. Je suis censé être en déplacement professionnel. Lorraine vérifia son téléphone. La nounou est occupée. Je vais surveiller et t'alerter si elle part. Nous nous précipitâmes chez moi. À environ 30 minutes. Je changeai rapidement les clés USB, scannai la maison, ne trouvai rien d'inhabituel, et retournai au bureau de Lorraine. En examinant les images, j'évitais de regarder celles de la chambre. Je ne pouvais pas supporter d'en voir plus. Cela confirma mes soupçons. Son patron, Bill Wright, entrant dans la maison avec sa propre clé. Quand James le salua comme « Papa Bill », je m'effondrai en larmes. Je ne pouvais plus regarder. Lorraine assista à mon effondrement. Michel, pour la première fois, me serra dans ses bras pendant que je pleurais. Après un certain temps, je me ressaisis. « Veux-tu te reposer ?» demanda Lorraine. Mais je refusai. La douleur s'atténua légèrement, remplacée par une colère croissante. « Quelle est la prochaine étape ?» m'enquis-je. « J'ai obtenu les conditions d'emploi de l'entreprise de ta femme, » expliqua Lorraine. « Il y a une clause anti-fraternisation, ce qui nous donne des motifs pour poursuivre en justice. Surtout que la personne impliquée est un cadre supérieur. » Nous briefâmes Lorraine sur les conseils de l'avocat de mon entreprise, ce qui la poussa à l'appeler immédiatement. Elle reçut des copies de l'accord prénuptial par email. « Cela change tout, » dit-elle en examinant les documents. « Le plan de ton partenaire est parfait. S'il est prêt à vendre, nous investissons tout dans l'entreprise pour la protéger. Nous pouvons poursuivre son entreprise pour non-conformité. Lui pour détresse émotionnelle, elle pour fausse déclaration sur l'acte de naissance. Et les deux pour les frais liés aux enfants. Tout dépend de si Robert veut vendre, remarquai-je. Nous devrons attendre sa décision. » Michel me ramena à l'hôtel où je séjournais. À peine arrivé dans ma chambre, on frappa à la porte. C'était Michel. « Allons-y » pressa-t-elle. « Tu ne devrais pas rester ici seul. »« Pourquoi pas ?» demandai-je. « Parce que tu vas broyer du noir ou vider le minibar, » répondit-elle fermement. « J'ai besoin de garder un œil sur toi. » Rassemblant mes affaires. Elle me conduisit à sa voiture. « Où allons-nous » demandai-je, me sentant indifférent. « Chez moi, » dit-elle. « J'ai une chambre d'amis que tu peux utiliser. » Je commençai à protester.
mais son regard me fit taire. Je n'étais jamais allé chez Michel, surpris de trouver sa maison presque aussi grande que la mienne, bien qu'à un seul étage. Elle me montra une chambre avec salle de bain. « Prends une douche et change-toi », ordonna-t-elle. Dîner dans 30 minutes. Nous mangeâmes en silence. La nourriture semblait délicieuse, bien que je ne puisse pas la goûter. Mon esprit s'emballait avec des pensées, des émotions trop tumultueuses pour être saisies. J'étais furieux mais engourdi, concentré uniquement sur l'exécution de mes plans. J'étais en pilote automatique, mu par un but. Alors que je me demandais quoi faire après le dîner, le téléphone sonna. Je tressaillis, espérant que ce n'était pas Caroline. Ce n'était pas le cas. « Bonjour », saluai-je languissamment. « Robert », dis-je. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Robert et moi étions amis depuis l'université, où nous avions lié sur un projet qui posa les bases de notre entreprise. Initialement, je détenais la majorité des parts en raison d'un investissement initial plus important. « Caroline me trompe », déclarai-je platement. « Tout ce temps », s'exclama-t-il. « Tout ce temps », confirmai-je. « Et aucun des enfants n'est le tien. » Il y eut une pause sur la ligne. « Donc, tu veux lier tous tes actifs à l'entreprise et compter sur l'accord prénuptial ?» s'enquit-il, comprenant clairement notre accord de partenariat mieux que moi. « Je garderai 5% et continuerai en tant qu'ingénieur consultant », proposa-t-il. « Je m'arrangerai avec les RH. Le reste est à toi. » « D'accord, acceptai-je. Je demanderai à Brian de préparer les documents. »« Gary, » dit-il après un moment, « je suis vraiment désolé. Ça ne semble pas être le cas maintenant, mais ça ira mieux, je te le promets. Ce n'est qu'alors que je me souvins qu'il avait traversé un divorce il y a environ 4 ans, il avait gardé les détails privés. Bien que nous soyons proches, je savais que ça n'avait pas été agréable. Il avait lui-même utilisé le contrat de mariage. Le lendemain matin, Michel me réveilla avec une tasse de café. « Allons-y », dit-elle. « Nous avons encore beaucoup à faire. » D'abord, nous rendîmes visite à Brian Spencer, l'avocate de l'entreprise, qui avait déjà préparé tous les documents nécessaires pour le rachat de Robert. La transaction fut conclue rapidement en moins de 30 minutes. Je liquidai tout, la valeur nette de ma maison, mes économies et mon plan de retraite. J'obtins également un prêt contre le fonds de pension de l'entreprise pour le montant restant. Sur le papier, je devais maintenant près d'1 million d'euros. Mon salaire fut presque réduit de moitié en raison des déductions. Ensuite, nous allâmes au bureau de Lorraine. Elle examina les documents du rachat et fut satisfaite. « C'est parfait », remarqua-t-elle. « Je vais rédiger les documents aujourd'hui et nous pourrons les déposer lundi. »« Où veux-tu qu'elle soit notifiée ? Là où ça l'embarrassera le plus, » répondis-je. « Si on pouvait le faire sur un panneau d'affichage du Super Bowl, je payerais volontiers. » Lorraine rit. « Nous la notifierons à son bureau, » décida-t-elle. « Lundi matin à 10h, à condition que les documents soient validés par le tribunal d'ici là. » « Si je les dépose aujourd'hui, nous devrions avoir une confirmation demain après-midi. » Je hochai la tête en accord. « Et ensuite ?» demanda Michel, prenant les choses en main. « Nous avons 2 arrêts supplémentaires avant que tu retournes au bureau et fasses comme si tu venais de combattre un incendie à Portland. Peux-tu tenir à la maison jusqu'à lundi ? » « Je pense que je vais devoir, » répondis-je. « Pas besoin de deviner, » m'assura-t-elle. « Dis-moi ce dont tu as besoin pour tenir jusqu'à là. » Je ne suis pas sûr. Admis-je ? Des bonnes nouvelles. Elle sourit. « Allons-y » Étonnamment, nous nous arrêtâmes au centre médical où j'avais passé tous mes examens et l'opération qui m'avait assuré de ne jamais avoir d'enfant. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demandai-je. « Ne voulais-tu pas de bonnes nouvelles ?» taquina-t-elle. « Viens à l'intérieur. » Elle s'arrangea pour que nous voyions mon médecin rapidement. Je jetai un coup d'œil à Michel, qui resta en arrière, alors que j'entrai dans la salle de consultation. « S'il te plaît », fis-je signe pour qu'elle me rejoigne. Et elle hocha la tête. Le docteur Harrington ne fit aucun commentaire sur la présence de Michel. Il connaissait son rôle dans ma vie et notre situation. « Gary », commença-t-il, « je comprends que vous vous renseignez sur l'inversion de la vasectomie. » Mes yeux s'écarquillèrent. « Est-ce vraiment possible ?» Je regardai Michel, qui avait un petit sourire sur le visage. « Oui, c'est tout à fait réalisable », m'assura le Dr Harrington, avec un taux de succès d'environ 95% pour les inversions effectuées après 3 ans. Bien que cela implique une chirurgie plus longue sous anesthésie générale, il est très probable que vous puissiez à nouveau avoir des enfants. Les larmes me montèrent aux yeux. La possibilité de devenir père à nouveau me remplit d'espoir. Je comprends que c'est beaucoup à assimiler.
continua le Dr Harrington, me tendant des informations sur la procédure et ses coûts, notant que ce n'était pas couvert par l'assurance. Si vous décidez de procéder, nous pouvons programmer des tests. Merci. Docteur, interrompit Michel, prenons les documents. Nous vous recontacterons. Elle se leva, et je la suivis hors de la clinique. Est-ce une assez bonne nouvelle pour toi? Demanda-t-elle doucement, mais souriante. Je la serrai impulsivement dans mes bras, me sentant reconnaissant. Merci, murmurai-je dans ses cheveux, puis me reculai rapidement. Je suis désolé, ce n'est pas grave. Gary, me rassura-t-elle doucement. En montant dans sa voiture, elle dit « Un dernier arrêt », puis retour au bureau. J'avais visité la maison de Bill Wright à l'occasion au fil des ans pendant que Caroline travaillait pour lui. Lui et sa femme, Stéphanie, vivaient dans une communauté fermée juste à l'extérieur de la ville, où ils organisaient également des événements d'entreprise. Quand Michel et moi arrivâmes, Stéphanie nous attendait et nous accueillit à l'intérieur sans hésiter. Elle nous conduisit dans une pièce qui semblait être le bureau de Bill, indiqua des sièges et entra directement dans le vif du sujet. « Comment puis-je vous aider ?» demanda Stéphanie, s'adressant directement à moi. J'eus du mal à trouver ma voix avant de finalement demander « Savais-tu » Stéphanie soupira tristement. « Non, » admit-elle. Je soupçonnais, mais je n'avais jamais de preuves. Je n'ai rien trouvé de concret à présenter à un avocat. Si je l'avais eu, je l'aurais dépouillé de tout ce qu'il avait. « Bienvenue », murmura Michel à voix basse. Stéphanie voulait savoir si j'avais des preuves, et je hochai la tête. « La preuve qu'aucun de mes enfants n'est le mien ?» dis-je, ma voix s'éteignant. L'émotion m'étouffa, et Stéphanie m'offrit sa sympathie. Elle partagea ses propres soupçons sur Bill et Caroline au fil des ans. Mais ses efforts pour découvrir la vérité avaient été vains. Elle exprima des regrets de ne pas avoir agi plus tôt si elle avait été certaine. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle, curieuse de mes prochaines étapes. Je débattais de l'opportunité de révéler mes plans à la femme de Bill, incertain si elle l'informerait à son retour. Finalement, je décidai que je voulais qu'il soit aussi choqué que je l'avais été. La vraie question est, que vas-tu faire? Compterai-je? Stéphanie comprit et ne me blâma pas pour ma prudence. Elle demanda une recommandation pour un avocat de divorce. Et Michel lui fournit une carte de visite. « Merci », dit Stéphanie, prenant la carte. « Une semaine suffira-t-elle » Je hochai la tête. « Ça devrait aller », répondis-je. « Super », dit-elle, se levant. Il était clair que notre réunion touchait à sa fin. Stéphanie me serra brièvement dans ses bras et m'embrassa sur la joue. « Je suis tellement désolée », répéta-t-elle. « Prends soin de lui », dit-elle à Michel, qui tressaillit légèrement face au geste affectueux. Il mérite mieux que ce que cette femme lui a fait. Nous retournâmes au bureau, et je passai le reste de la journée à finaliser mes tâches de Portland. À la fin de la journée, je rentrai chez moi. Michel frappa à ma porte à son heure habituelle, passa la tête et mentionna qu'elle partait pour la journée. Revenant à son comportement professionnel habituel, son retour à la normale me laissa un sentiment de flottement. J'avais ressenti une connexion croissante, mais peut-être était-ce seulement dans mon esprit. Je lui souhaitais bonne nuit, reconnaissant pour son aide. Je travaillais tard dans la nuit au bureau, rattrapant beaucoup de choses. First thing, Caroline m'envoya un message, demandant quand je rentrerais. J'estimais encore 1 ou 2 heures, expliquant le besoin de finaliser les affaires post-voyage. Elle anticipait être endormie d'ici là, exprimant son amour avec des baisers. Une fois de plus, je ne pus me résoudre à répondre. Je travaillais jusqu'à près de 23h03, espérant qu'elle serait endormie à mon arrivée pour minimiser les interactions. La maison était sombre à mon retour, semblant normale. Je vérifiai sur Sonia et James, tous deux profondément endormis. Les émotions montèrent, et je me cachai dans la salle de bain pour éviter que Caroline ne me voie pleurer sur des enfants qui n'étaient pas les miens. Décidé de leur sort restait irrésolu. Malgré l'absence d'obligation légale, mon amour pour eux persistait. Comment pouvais-je les abandonner, sitôt après qu'ils étaient ma fierté et ma joie? Maintenant, ils représentaient les rappels de la trahison de Caroline. Je résolus d'attendre, incertain de l'évolution des événements, luttant pour dormir. Je me réveillai pour trouver Caroline partie. La femme de ménage s'occupait des enfants, et mes pensées devinrent sombres. Savait-elle qu'ils n'étaient pas les miens? Je bouillonnais, imaginant sa complicité dans l'infidélité de Caroline. Le lundi venu, je jurai de m'assurer qu'elle subisse des répercussions pour ses actions en tant que nounou, garantissant qu'elle ne travaillerait plus jamais dans ce rôle. Attendez, que fais-je?
déversant ma colère sur quelqu'un qui a peu de chances d'obtenir un résultat positif. C'est une situation perdant-perdant. Raison naïgée. Elle aurait pu risquer son emploi, ou partir si elle m'avait dit. Pourtant, elle se soucie clairement de nos enfants, Dont elle s'occupe depuis avant la naissance de Sonia. Peut-être que ma colère est mal placée. Je me rendis au travail. Michel était déjà là, tout en affaires, comme si les jours passés n'avaient pas eu lieu. Elle avait libéré mon emploi du temps pour le marketing, dit-elle. Je m'installai, et elle apporta nos cafés du matin, une première pour elle. Marketing, questionnai-je. Depuis quand suis-je impliqué là-dedans? Elle sourit. Une vision étrangement réconfortante. Nous avons besoin d'une stratégie, expliqua-t-elle. La dernière partie du plan de Lorraine. Confus. Je demandais, Quel plan? Nous devons rendre cela public, insista Michel. dire à tout le monde, ses amis, Sa famille? les groupes religieux, tous ceux qui la connaissent. Qui, elle est vraiment, et ce qu'elle a fait. Je vais avoir l'air ridicule, protestai-je. Je serai ridiculisé en tant qu'homme trahi, élevant les enfants d'un autre. Tu dois raconter ton côté Contre Michel. Si tu ne le fais pas, Caroline le fera, et sa version te fera passer pour pire. Prétendant que tu es abusif ou inapte, les gens peuvent douter, mais parler en premier sapera sa défense. Michel compila un dossier médiatique avec des preuves de l'infidélité de Caroline, incluant un rapport d'un détective privé, un test ADN confirmant que je n'étais pas le père de mes 2 enfants, et des vidéos de ma maison. y compris une montrant James saluant Bill et d'autres de zones que je n'avais pas vues et ne souhaitais pas voir. Plus tard ce matin-là, je reçus un email de Lorraine. Stéphanie lui avait fourni l'ADN de Bill qu'elle fit correspondre à mon test, confirmant qu'il était bien le père des 2 enfants. Je pensais soudain, incapable de les considérer comme les miens. Nous incorporâmes cette nouvelle information dans un dossier pour les parents de Caroline et les miens, ses frères et sœurs, et ses contacts plus larges sur Facebook et LinkedIn. Des copies furent programmées pour livraison par coursier le lundi à 10h, synchronisé avec un événement planifié. Je devais juste passer le week-end. S'appuyant sur mon expérience d'ingénieur, j'avais conçu un plan en moins d'1 heure. J'avais conçu et assemblé un petit dispositif équipé d'un moteur, d'une minuterie et d'une batterie. Il pouvait être réglé pour vibrer après une durée spécifique. Vendredi soir, après le départ de la nounou, je plaçai discrètement le dispositif sous l'oreiller de Sophie, réglé pour s'activer à notre heure de réveil habituelle de 6h le lendemain matin. Tout se passa bien. L'entrée de Sophie dans notre chambre le matin empêcha toute intimité. Je souris intérieurement. M'étant occupé toute la journée de samedi avec les tâches longtemps négligées de Caroline, quand elle le remarqua, je soulignai nonchalamment qu'elles devaient être faites. Ce soir-là, Quand Caroline tenta d'initier une intimité, je fis semblant de dormir après qu'elle sortit de la salle de bain. Le dimanche, le sommeil interrompu de sa file par mon dispositif la fit retourner dans la chambre de Caroline. Le dimanche fut passé avec les enfants au zoo. Tout au long de la journée, je luttais avec mes émotions, regardant Caroline, la femme que j'aimais, ou pensais aimer. Et les enfants dont je m'étais occupé comme les miens, je faillis m'effondrer plusieurs fois, mordant ma joue jusqu'au sang pour maintenir ma contenance. Mais je traversais le week-end, les lundi arriva, et j'étais résolu. J'informai Caroline que je travaillerais de la maison, ostensiblement pour discuter avec la nounou. Lorsqu'elle partit au travail, je semblais absorbé par mes emails et ne reconnus à peine son au revoir. Après son départ, je notai l'heure 8h15. La nounou frappa à la porte de mon bureau, proposant une sortie au centre de jeu, que je refusai, optant pour garder les enfants à la maison, ce qui la surprit. James était déçu mais acquiesça malgré son envie d'y aller. Peu après 9h, Michel arriva à la maison, me surprenant, mais je l'accueillis à l'intérieur. C'était la première fois que je lui faisais du café. À 9h30. Nous rejoignîmes Lorraine pour une conférence téléphonique. « Gary, commença Lorraine, c'est ta dernière chance d'arrêter. Je ne dis pas que tu devrais. Je dis juste que si tu as changé d'avis pendant le week-end, c'est le moment de parler. » « Non, » répondis-je fermement. « Alors je te verrai de l'autre côté, » confirma Lorraine. Tout était prêt. Je surveillais mes emails, attendant la confirmation de la notification, à 10h précises. Le premier email arriva, suivi du deuxième 3 minutes plus tard, et du troisième 5 minutes après, puis mon téléphone sonna. Attendant Caroline. Il s'avéra que c'était ma mère, Gary. « Salut,
Maman, répondis-je. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. As-tu lu le dossier que j'ai envoyé? M'enquis-je. Oui. Alors tu en sais autant que moi, dis-je. Caroline me trompe. Probablement depuis tout notre mariage. Avec son patron. Les enfants ne sont pas les miens. Je divorce. Gary, tu ne peux pas? Non. Maman, je dois travailler. J'ai d'autres appels. Je mis fin à l'appel, seulement pour qu'il sonne immédiatement à nouveau. Cette fois de Caroline, Gary. Je ne décrochai pas, attendant qu'elle continue. Nous devons parler, dit-elle. Je restai silencieux. Je rentre à la maison. Sur ce, elle raccrocha. Caroline est en route, informa-je Michel. Je vais sortir. Offrit-elle? Je voulais lui demander de rester, mais je ne trouvais pas les mots. Je la regardais simplement. Appelle-moi, dit-elle. Tu sais ce qui se passe. Et elle partit. Environ 20 minutes plus tard, Caroline arriva à la maison. J'entendis sa voiture se garer dehors. Elle ne se donna pas la peine d'entrer par le garage, incertain de ce à quoi m'attendre. J'attendis alors qu'elle entrait dans la maison et dans mon bureau, prenant place en face de moi. Gary, dis-je, peu intéressé. Je la coupai. En fait, inintéressant, corrigeai-je. Je ne veux même pas, non, interrompis-je. Je ne veux pas entendre un seul mot de ta part. Tu m'as menti pendant 9 fichus ans. Aucun des enfants n'est le mien. Tu m'as convaincu de subir une vasectomie pendant que tu étais encore sous contraception pour pouvoir continuer avec Bill. Ses yeux s'écarquillèrent à mes mots. Donc, non. Caroline, continuai-je, je me fiche de ce que tu as à dire. La carte de mon avocate est dans le dossier que tu as reçu lors de la notification. Si tu as quelque chose que tu penses que je devrais savoir, parle-lui. Et les enfants? Demanda-t-elle. Quels enfants? Rétorquai-je. Je n'ai pas d'enfants. Et si ça ne tenait qu'à toi, je n'en aurais jamais eu. Je pourrais demander pourquoi tu m'as fait ça. Mais je ne veux pas entendre un autre mensonge. Je ne suis pas intéressé par tes excuses. Justification ou raison. Je veux que ça se termine pour que je puisse sauver ce qu'il reste de ma vie et passer à autre chose. J'appelai la nounou dans la pièce. Elle pouvait m'entendre à travers la porte ouverte. Tu es viré, déclarai-je. Pars immédiatement. Quoi? S'exclama-t-elle. Pourquoi? Parce que tu l'as couverte, dis-je en pointant Caroline. Tu savais qu'elle avait une liaison avec son patron. Et je ne sais pas si tu savais que les enfants n'étaient pas les miens, mais tu savais définitivement ce qui se passait. J'ai des preuves vidéo de toi discutant des enfants avec Bill. Source. Gary, interrompit Caroline. Tu ne peux pas la virer. Je paye son salaire. La nounou regarda Caroline avec gratitude. D'accord, concédai-je. J'ai déjà contacté l'agence, les informant que tu étais complice d'une liaison extra-conjugale. Si Caroline veut te garder, elle devra s'occuper de ton salaire, de tes impôts, de tes congés, de ta pension, de tes congés maladie et de ton assurance. La nounou pâlit. Perdre son emploi et être retirée des registres de l'agence rendrait presque impossible de trouver un nouveau travail domestique. Les agences communiquaient entre elles. Maintenant, sors, lui dis-je. Et elle se dépêcha de partir. Était-ce vraiment nécessaire? Demanda Caroline. Tu as recommencé à parler, répondis-je. Je t'ai dit que je ne veux rien entendre. Ce que je veux, c'est que tu rassembles tes affaires, prennes tes enfants et quittes ma maison. C'est aussi ma maison, insista-t-elle, selon les documents. Non, interrompis-je. Elle est enregistrée uniquement à mon nom, jusqu'à ce que les tribunaux disent autrement. Sors. Ma voix élevée la fit sursauter. James entra dans la pièce. « Maman, dit-il. Sonia est tombée. Caroline, avec une expression choquée et des larmes coulant sur son visage, se leva et se dirigea vers sa fille. Je fermai la porte de mon bureau et restai à l'intérieur pendant qu'elle faisait ses bagages. Quelques minutes plus tard, elle revint. « Tenant Sonia, vas-tu dire au revoir à Sonia? Pas comme ça, dis-je. Ce n'est pas ma fille et ce n'est pas mon fils. Emmène-les chez Papa Bill et laisse-le s'occuper de ses enfants. Ils n'ont rien à voir avec moi. Gary, interrompis-je. Source. J'entendis la porte d'entrée se fermer et quelques minutes plus tard, sa voiture démarra. Elle était partie. Je soupirai enfin, ayant l'impression d'avoir retenu mon souffle pour toujours, et m'effondrai. Je n'entendis pas la porte s'ouvrir, et je sursautai quand des bras m'enlacèrent. En levant les yeux, je vis Michel me tenir. Elle me serra contre elle, et je sanglotais dans son étreinte. Il me fallut du temps pour me ressaisir. J'avais jeté 9 ans, mon mariage, mes enfants, ma vie, tout était fini. Je ne voulais plus affronter le monde. Michel prit à nouveau les choses en main. « Allons-y, dit-elle.
Lorraine a mentionné que Caroline pourrait prendre environ 4 heures pour obtenir une ordonnance d'urgence pour occuper la maison à cause des enfants et du fait que c'est notre domicile conjugal. Elle reviendra. Veux-tu vraiment la laisser se faire plaisir en te jetant hors de ta propre maison? Nous rassemblâmes quelques vêtements et documents importants. Je devais trouver où rester. Mais nous chargeâmes ma voiture et celle de Michel avec mes affaires et partîmes. D'abord, Nous nous arrêtâmes au bureau, où j'avais été notifié plus tard dans la journée. Lorraine appela pour me tenir au courant des procédures. Non seulement il y avait une ordonnance accordant à Caroline l'occupation temporaire de la maison, Mais aussi une ordonnance restrictive m'interdisant de m'approcher à moins de 100 mètres. si j'avais besoin de récupérer quelque chose, je devrais le programmer avec l'avocat de Caroline à mes frais. Confuse par la situation, je me retrouvais relogé dans la chambre d'amis de Michel. Mes vêtements étaient dans son placard, Et tous mes documents étaient soigneusement rangés dans ses armoires de bureau. Une semaine s'était écoulée depuis que Caroline avait demandé le divorce. Je travaillais la journée. Puis rentrais avec Michel chez elle pour les repas et le sommeil. Le matin, elle m'apportait du café, préparait le petit déjeuner, et nous allions au bureau ensemble. Nos interactions semblaient inchangées. Elle restait strictement professionnelle, sauf pour une étreinte réconfortante lors de ma première crise à la maison. Les sourires étaient rares. Les circonstances. Lundi matin. Nous rencontrâmes les avocats de l'employeur de Caroline et Bill. Les détails m'étaient flous, mais apparemment, nous avions déposé une réclamation pour un montant que l'entreprise ne pouvait pas se permettre. Malgré une assurance plafonnée à 1 million d'euros, leurs avocats étaient professionnels. Lorraine, Mon avocate semblait satisfaite. Quelle est la prochaine étape? s'enquit leur avocat. Lorraine répondit. Licenciement immédiat et permanent du membre senior avec perte des avantages de la pension. Plus le maintien de Caroline dans le personnel pendant 3 ans avec un paiement de 5 millions d'euros, je me déconnectais pendant leur discussion. Finalement, Ils acceptèrent les termes, bien que ma part fût réduite à 750 000 euros. Cela aiderait à régler une partie de ma dette envers le fonds de pension de l'entreprise. Le paiement suivrait la finalisation du divorce, déclara Lorraine. Ils hochèrent la tête en compréhension. Lorraine continua de nous accompagner. Et lors de la réunion suivante avec les avocats de Bill Wright, je quittai leur bureau avec 500 000 euros de plus. Maintenant, J'avais assez pour rembourser intégralement le prêt de la pension et conserver une petite réserve pour après le divorce. ma dernière réunion ce jour-là fut avec les avocates de Caroline. Elle était présente mais évita de me regarder lorsque j'entrai. Michel et Lorraine étaient à mes côtés. Les revendications financières dans la pétition de divorce sont scandaleuses, Commença l'avocat de Caroline. Votre client, En tant que PDG et actionnaire majoritaire d'une entreprise évaluée à environ 20 millions d'euros, sans parler des actifs. des économies et, Permettez-moi d'interrompre, interrompit Lorraine, présentant des documents. Selon l'accord prénuptial signé par toutes les parties, l'entreprise n'est pas divisible en cas de divorce. Mon client a récemment fait un investissement substantiel dans une autre entreprise. épuisant la plupart de ses économies, Son plan de retraite est la valeur nette de sa maison. il a également emprunté au fonds de pension de l'entreprise. En raison de ce prêt, son salaire a été réduit, Il gagne maintenant moins que votre cliente. et je demanderai un soutien intérimaire pendant qu'il se stabilise. Et les enfants? S'enquit l'avocat. Lorraine répondit. Les preuves ADN prouvent que ces enfants ne sont pas les siens. Elle a falsifié les actes de naissance pour nommer frauduleusement mon client comme père. De plus, nous poursuivons pour des dommages pour l'avoir contraint à une stérilisation chirurgicale sous une fausse paternité. Votre cliente peut accepter les termes du divorce tels quels, Quitter le domicile conjugal et recevoir la moitié du compte joint. actuellement évalué à 9,433. 15 euros. L'avocat examina les documents, Puis regarda Caroline. Et enfin moi, Gary. S'il te plaît, plaida-t-elle. 9 France, Dis-je, Neuffichuse. jour après jour. Tu m'as menti. Il n'y a rien que tu puisses dire que je veuille entendre. Caroline regarda son avocat et hocha la tête. Elle signa les documents. Je n'étais pas présent quand elle quitta notre maison. À la place, Je reçus une lettre de son avocat confirmant la levée de l'ordonnance restrictive et le transfert de la maison à moi.
Malgré l'idée de retourner, je choisis de mettre la maison en vente. Bien qu'elle n'ait pas entièrement couvert ma dette bancaire, je comblais l'écart, laissant la banque satisfaite. 2 mois s'étaient écoulés, et je résidais toujours dans la chambre d'amis de Michel. Après notre divorce, Caroline retourna vivre chez ses parents. Malgré des preuves solides, ils la soutinrent fermement et refusèrent de communiquer avec moi personnellement. Ce n'était pas une perte pour moi. Pour des raisons inconnues, Stéphanie n'avait pas poursuivi le divorce avec Bill comme elle l'avait promis. Je n'enquis pas davantage. En raison de la perte de son emploi en entreprise et de sa pension, ils durent vendre leur maison dans la communauté fermée et emménager dans un petit appartement. Bill réussit à décrocher un emploi décent avec ses connexions sur le marché et ses compétences. Bien qu'avec un revenu inférieur à avant, je n'avais aucune idée si Caroline et Stéphanie s'étaient croisées. Je n'avais pas vu Stéphanie depuis ce jour-là au bureau de son avocat et n'avais aucune envie de le faire. J'étais à mon bureau au travail quand Michel frappa et entra sans attendre de réponse. « Bill Wright est mort », annonça-t-elle brutalement. « Quoi » m'exclamai-je. « Comment ?» Apparemment, Stéphanie l'a surpris avec Caroline à nouveau, expliqua-t-elle. Elle lui a tiré dessus. Je me renversai dans mon fauteuil, un large sourire se répandant sur mon visage. J'essayais de le réprimer, mais il persista. « Ça n'aurait pas pu arriver à un mec plus sympa, remarquai-je enfin. Michel rit. « Es-tu fâché contre moi parce que je suis heureux de ça ?» lui demandai-je. « Pas du tout, » répondit Michel fermement. « Cet idiot a eu ce qu'il méritait. Au fait, ceci vient d'arriver. » Elle posa une enveloppe officielle sur mon bureau. Nous savions tous deux ce qu'elle contenait. Je la pris et l'ouvris. « Ça y est, » dis-je doucement. « Je suis enfin un homme libre. » « Enfin, » fit écho Michel. De manière inattendue, elle se pencha et m'embrassa. Ce n'était pas un petit baiser, c'était un baiser passionné qui me laissa stupéfait et essoufflé. Quand elle se recula, je m'assis en arrière dans mon fauteuil, surpris et tendu. « Pendant 9 ans, commença-t-elle doucement, j'ai été à tes côtés. Tu es l'homme le plus honorable que j'ai jamais connu. Tu ne m'as jamais regardé de manière inappropriée ni fait d'avance, et je t'admirais pour cela. J'attendais ce moment depuis 9 ans. Et maintenant que tu es libre, je veux te montrer que toutes les femmes ne sont pas trompeuses. Nous formons une équipe formidable. Je te connais par cœur, comme une épouse connaît son mari. Et tu me connais aussi. S'il te plaît, donne-moi une chance de le prouver. » J'étais sans voix. Les souvenirs de notre temps ensemble affluèrent dans mon esprit avant que la trahison de Caroline ne soit révélée. Je réalisais que j'avais de véritables sentiments pour Michel. Il était impossible de ne pas les développer après avoir travaillé si étroitement ensemble pendant si longtemps, surtout pendant mon mariage avec Caroline. Je n'avais pas besoin de réfléchir à ces sentiments. Ils étaient déjà limpides. « As-tu quelque chose à dire ?» demanda-t-elle. L'inquiétude évidente sur son visage, une vision rare. « Combien ?» questionnai-je. La confusion traversa son visage. « Combien de quoi ?» demanda-t-elle. « D'enfants, clarifiai-je. Combien d'enfants devrions-nous avoir ?